John Locke c'est un anglais, donc un empiriste. L'empirisme c'est la philosophie qui dit que toute connaissance provient d'abord de l'expérience sensible, donc ça s'oppose au rationalisme qui pense que la connaissance vient d'abord de la raison, du raisonnement. Donc sur ma chaîne on a déjà vu des empiristes, David Hume et George Berkeley, voilà on en a déjà parlé, et les deux étaient déjà anglais. Donc pourquoi les anglais ils sont empiristes? Ça c'est une bonne question. Parce qu'à la base les anglais c'est des mecs qui viennent d'une île excentrée de l'Europe, leur seul vis-à-vis c'est le nord de la France, ils ont peu d'exotisme. La jungle la plus proche de chez eux c'est celle de Calais par exemple, les pauvres. Donc ils ont cette nécessité de vouloir bouger, d'avoir de la volonté d'aller vers l'avant, de découvrir. Et on sait ce que ça a donné, le gigantesque empire du Commonwealth. Et l'empire britannique a quelque chose à voir avec l'empirisme anglais, tu vois, il y a le mot empire. Voilà, donc leur singulière pulsion philosophique a quelque chose à voir avec leur position géostratégique, géopolitique. Donc voilà pour l'introduction. Alors John Locke il a deux casquettes, Gucci et Louis Vuitton. Non je rigole. John Locke il a deux casquettes, l'empiriste et le libéral. Alors on va parler un peu des deux, mais d'abord de l'empirisme. Donc Locke dans son ouvrage Resté connu, il s'interroge sur la faculté qu'a l'esprit humain de connaître. Et il fait vite le constat qu'il y a une inadéquation entre la pensée et le langage. En fait il remarque qu'il n'y a pas assez de mots dans n'importe quelle langue pour rendre compte de l'entièreté de ce qui se trémousse dans l'obscur tréfonds de l'âme impénétrable et vaporeuse de l'être humain. Belle phrase romantique. Voilà, donc pour lui les mots ils ont pas de lien secret avec la réalité des choses. Donc le rationalisme, le langage, le côté intellectuel et tout ça, c'est un peu fumeux quelque part. Alors lui il va revenir un peu à la base de tout et il va essayer de comprendre comment l'esprit acquiert la connaissance à la base, à partir de la naissance. Donc lui il pense qu'au départ l'esprit de l'être humain est une tabula rasa, pour reprendre l'expression de Descartes, c'est-à-dire un vide qui va se remplir. Et par quoi? Par l'expérience sensorielle. Les objets extérieurs s'impriment sur l'esprit et apportent ce qu'il appelle des idées de sensation. Donc odeur, couleur, goût. Et c'est ça qui forme notre expérience. Et de cela résulte la connaissance qu'on a du monde. Donc à la base c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr faut pas tomber dans le piège de croire que l'empirisme veut dire que la connaissance vient que de l'expérience sensible. Parce que sinon ça voudrait dire que c'est une forme de sensualisme. C'est inapplicable à l'empirisme. Alors ça pourrait être applicable dans un domaine comme celui de l'érotisme par exemple, où on pourrait dire que c'est un sensualisme et qu'il n'y a que l'expérience sensorielle qui apporte la connaissance sensualo-sexualo-érotique des choses. Mais bon là on va pas dériver sur ce sujet parce que sinon on pourra en parler longtemps, vous regardez mes autres vidéos. On va rester sur John Locke. Donc la connaissance vient des idées d'une part de sensation, mais aussi des idées de réflexion, donc de l'esprit, de l'intériorité. Et ça c'est plus la conscience qu'on a des mouvements de notre esprit, le fait de douter, le fait de croire, le fait de penser, le fait de raisonner, le fait d'imaginer. Mais la connaissance qu'on a du monde n'est pas dans notre esprit au préalable, on l'acquiert peu à peu par l'expérience. Voilà, elle n'est pas a priori. Donc l'association de ces deux types d'expériences, sensation et réflexion, extérieure et intérieure, constitue la base de notre connaissance. À partir de là, l'esprit y fait des associations d'idées qui conduit à des idées de plus en plus complexes, sophistiquées, entremêlées. C'est ça après qui donne toute la folie, tout le foisonnement de ce que l'esprit humain peut produire. Donc pour John Locke, pour John Dreadlock, il y a des idées simples qui sont des idées entières et unifiées. Par exemple la couleur rouge, comment expliquer que le rouge n'est pas autre chose que du rouge? On peut pas, il faut juste le voir, le rouge c'est du rouge, point. C'est une idée simple. Et il y a des idées complexes, par exemple le rouge-gorge. C'est un mélange de rouge, de gorge, de forme, de cris parfois insupportables des oiseaux. Et en l'occurrence le rouge-gorge a une réalité concrète, c'est une créature de lieu. Mais il y a aussi des idées complexes qui n'ont pas de réalité concrète et qui sont des produits de l'esprit humain. Par exemple les créatures chimériques, les sphinx, les taureaux, etc. Les centaures je veux dire. Et l'être humain est tellement fou entre guillemets que même les idées complexes et les trucs chimériques peuvent prendre corps dans le réel. Par exemple les dragons transespèces. Voilà, donc ça c'est les idées complexes, on peut toujours aller de plus en plus complexe, enchevêtrer les choses, les multiplier, les diviser, ça donne après des univers fantastiques. Pour finir avec Locke, il nous montre bien que même quand on va vers la plus grande des complexités et qu'on va vers l'immatérialité la plus abstraite, l'abstraction la plus immatérielle, tout ça dérive quand même de la petite sensation de base, qui par un effet boule de neige devient complexe, grossit, etc. Et comme l'esprit humain est puissant, il peut assimiler toutes ces choses et créer ce que nous créons. Donc Locke, ce qu'il fait, c'est l'histoire de la connaissance de l'âme humaine. C'est ça Locke, et c'est ça l'empirisme. Donc il s'oppose à l'innéisme, dont le représentant est surtout Platon, qui pensait que de manière un peu passive, l'esprit avait des réminiscences de connaissances et que universellement tout le monde avait certaines connaissances déjà dans la tête, ce qui est un peu ridicule. Mais en fait c'est pas si ridicule parce qu'on voit quand même que l'esprit il est structuré universellement un peu de la même manière, pour comprendre tout un tas d'idées potentiellement. De la même manière que l'esprit du tigre est créé pour aller chasser des gros gnous, qui d'ailleurs ne fait pas forcément s'il vit dans un zoo, ou s'il n'existe plus parce qu'il est tué par des gros bâtards de braconniers pour finir en pot de sac de cagole, tu vois. Voilà, alors juste petite précision sur la matière, lui il considère qu'il y a dans la matière des qualités premières, donc objectives, qui appartiennent à la chose. Par exemple la solidité d'une chose ou son mouvement. Et d'autre part, il pense qu'il y a des qualités secondaires qui sont plus, disons, dans l'œil de celui qui perçoit. Par exemple, la couleur ou la chaleur
pouvoirs sont des qualités secondaires relatives à nous, à ceux qui les perçoivent. Donc quelque part dans son univers à lui, dans ses réflexions métasensorielles, le monde en dehors de nous, qui le colorons légèrement, est totalement froid et gris. Ça a dû avoir un petit effet déprime sur lui parce qu'il est un peu palo quand même. D'ailleurs il a pas été marié, il a jamais eu d'enfant, un petit peu comme les Allemands Schopi, Nietzsche et Kant là. Mais bon vraiment à mon avis lui il a dû niquer quand il est chez les couilles des puissants, c'est sûr. Ils sont plus focus, ils sont plus roublards les Anglais. C'est ouais nous on est vertueux, nous on est prudes, nanana. Mais dès qu'il y a plus personne, il y a un petit zip au froc pour take out sa tub à tout moment. Voilà, et pour ce qui concerne la substance d'une chose, une chose est toute la collection des qualités qui font qu'on peut l'apercevoir. Elles sont livrées, groupées à notre entendement, qui donnent quelque part l'illusion d'une réalité qui serait empaquetée dans ses qualités et qui serait autre chose que ses qualités. Pour faire une comparaison, c'est comme à Noël, t'as des cadeaux. Donc le paquet est brillant, affriolant, soyeux, coloré. Et bah ceci c'est l'équivalent des qualités de la matière. C'est la couleur de la matière, son toucher. Mais dedans il y a le cadeau. Mais dedans les qualités des objets réels, c'est-à-dire devant les qualités perceptives des objets réels, il n'y a rien du tout. L'objet réel n'est que l'ensemble des qualités qui façonnent son apparence. La substance profonde d'une chose est en fait illusoire. Alors Locke il fait aussi un parallèle entre la matière et l'esprit, pour dire que l'esprit est un peu pareil que la matière finalement. Il a des qualités mais est-ce qu'il existe réellement? On va un petit peu voir ça. Alors ça fait peur, faut faire attention parce que vous pouvez devenir fou en écoutant ce que je vais dire. L'esprit est en fait le nom qu'on donne à une collection de caractéristiques. La volonté, le désir, la pensée, la croyance. En fait toutes ces choses séparées, on les regroupe et on le range sous le nom d'esprit, mais l'esprit c'est juste un concept. Par exemple, rose, sucrée, moelleuse. Mais derrière cela, qu'est-ce qu'une barbe à papa? Et maintenant, volonté, pensée, intuition. Mais derrière cela, qu'est-ce que l'esprit? L'âme humaine est un peu comme une barbe à papa. En même temps, en plus c'est vrai, c'est un peu flottant, nébuleux, aérien, sibyllin. Donc voilà, tout ça pour dire que la connaissance est rude parce que notre expérience du monde, elle est toujours indirecte. On a des idées qui ne sont pas les choses elles-mêmes, mais ces idées sont liées à ce que nos sens nous montrent des choses, qui peuvent varier. Par exemple, on peut s'imaginer que si des extraterrestres venaient d'une autre planète et arrivaient ici avec un autre appareil sensoriel, ils pourraient voir le même monde mais de façon totalement différente, avec des choses que nous on pourrait pas voir, et vice versa. Tout ça en regardant les mêmes objets. Donc les idées qu'on a des choses ne sont pas les choses elles-mêmes, et ces idées qui sont pas ces choses, on les mélange à d'autres idées, on les complexifie, et de toute cette construction inhérente à l'esprit humain peut naître un foisonnement d'erreurs incroyable, et en résulter une connaissance entre guillemets qui s'éloigne du réel, donc une méconnaissance. Connaître, c'est très dur avec tout ce qu'on vient de dire. Alors rapidement sur Locke, Locke c'est un libéral. Libéralisme, capitalisme, mondialisme, Illuminati, reptilien, extraterrestre, homme vert, géant vert. Et Locke il aurait pu s'enrichir dans la bicrave de cœur d'artichaut, mais ce ne fut pas le cas. Donc il est pour qu'il y ait un état mais léger, juste de quoi garantir la liberté humaine. C'était quand même un peu un révolutionnaire, hein. Il a fait apparemment un complot contre Charles II, le roi de l'époque là, pour essayer de le tuer. Il a dû s'exiler en Hollande et tout, il a une vie quelque part un peu romanesque. Et lui il était vraiment pour que l'État soit beaucoup plus léger, donc forcément il était contre la monarchie absolue de droit divin, et il était pour mettre un parlement ou un sénat pour essayer d'alléger en fait et de compenser le caprice des rois par des mecs ultra galbés qui connaissent archi bien les lois, le droit, tout ça, voilà, pour essayer de faire un peu plus de démocratie et tout. Bon allez, bisous.